On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the head of state and president of the National Council of the Revolution of Burkina Faso, His Excellency Captain Thomas Sankara, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorables représentants de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Monsieur le Président, je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde, et dire, même si je n'arrive pas à le faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Tout cela dénotant l'intérêt que nous portons à l'ONU. Les exigences de nos droits y prenant la vigueur et la rigueur de la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire, encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu. Mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non-alignés et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Fin de citation. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri.
Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique.
susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livrent nos États à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. Nous, peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif, et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Haute-Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, le raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide, présenté comme panacée et souvent trompetté, sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club du Sahel, Jacques Giry, dans son ouvrage Le Sahel de demain, conclut avec beaucoup de bon sens que l'aide au Sahel, à cause de son contenu et des mécanismes en place, n'est qu'une aide à la survie. Seul, souligne-t-il, 30% de cette aide permet simplement au Sahel de vivre. Selon Jacques Giry, cette aide extérieure n'aura pas d'autre but que de continuer à développer les secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Haute-Volta. 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et de paysans. Un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000. Une espérance de vie se limitant à 40 ans. Un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%. Si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants. Un taux de scolarisation de 16%. Et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de $100. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide.
Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Dans notre espace économique, politique, économique et culturel, nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement, à accepter à nous imposer l'austérité afin d'être à même de réaliser de grands desseins. Déjà, grâce à l'exemple de la Caisse de solidarité révolutionnaire, alimentée par les contributions volontaires, nous commençons à répondre aux cruelles questions posées par la sécheresse. Nous avons soutenu et appliqué les principes d'Alma-Ata en élargissant le champ des soins de santé primaires. Nous avons fait nôtre, comme politique d'État, la stratégie globale du Gobi FFF préconisée par l'UNICEF. Par l'intermédiaire de l'UNSO, nous pensons que les Nations Unies devraient permettre aux pays touchés par la sécheresse la mise sur pied d'un plan à moyen et long terme afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Pour préparer le XXIe siècle, nous avons, par la création d'une tâche spéciale de la loterie, de la tombola dite « Instruisons nos enfants », lancé une campagne immense pour l'éducation et la formation de nos enfants dans une école nouvelle. Nous avons lancé à travers l'action salvatrice des comités de défense de la Révolution un vaste programme de construction de logements sociaux, 500 en 3 mois, de routes, de petites retenues d'eau, etc. Notre ambition économique est d'œuvrer pour que le cerveau et les bras de chaque Burkinabé puissent au moins se lui servir à inventer et à créer de quoi assurer 2 repas par jour et de l'eau potable. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes, et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé,
réduits à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui butent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur.